Salut les trekkers, aujourd'hui je vous propose une vidéo topo sur mon TMB, le Tour du Mont Blanc. Vous avez déjà pu voir les différentes vidéos que j'ai pu faire, à la fois les vidéos de préparation au TMB où j'expliquais un petit peu ce que je pensais trouver, les différentes conditions, la spécificité de ce GR. Puis les 5 vidéos des 5 jours que j'ai fait sur le TMB et voilà, le petit topo pour vous dire un petit peu à la fois ce que j'en ai pensé, vous parler un petit peu du matériel que j'ai pu prendre et pour lequel je suis vraiment très satisfait, et puis répondre à certaines de vos questions, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont mis des questions en commentaire. Je ne pourrais pas parler de tout, mais je vais essayer de parler du plus grand nombre sans non plus faire une vidéo de 6 heures. Donc voilà, c'est parti. Alors, première chose, au niveau de mon parcours, donc je suis parti sur le TMB au mois d'août, c'était en fin août. Je suis parti de Lille très tôt le matin, je suis arrivé en train aux Ouches après quelques pérégrinations. Je suis arrivé vers 17h30. Au départ, je pensais en fait trouver un hôtel aux Ouches et puis partir de bon matin. Et en fait, j'ai pas trouvé d'hôtel, ou en tout cas les hôtels que j'ai trouvés étaient prohibitifs au niveau des tarifs. Donc je me suis dit, j'arrive à 17h30, j'arrive juste, donc vous arrivez à la gare des Ouches, vous remontez un peu dans le village, c'est assez bien indiqué. Et dans le village, il y a une petite supérette, j'ai fait quelques petits achats, notamment des bouteilles d'eau. Et à 18h30, je me suis dit, je vais me mettre en route. Et mon idée, c'était de marcher un petit peu, de trouver un bivouac, un lieu de bivouaquer et de partir. Voilà, j'étais pas à l'hôtel, mais c'était déjà ça. Et en fait, j'ai marché 3 heures, donc de 18h30 jusqu'à la tombée de la nuit. J'ai fait le col de Vosa, qui était une première petite étape, c'était assez sympa à faire. Et j'ai réussi à trouver un chouette lieu de bivouac à Champel, je crois. Donc toute petite randonnée, histoire de se mettre en jambes. Il faisait super beau, je voulais avancer un peu. Et surtout, le truc, c'était que comme je pensais qu'on ne pouvait pas bivouaquer en Italie et en Suisse, je me suis dit, plus j'arrive auprès de la frontière française, entre la frontière française et italienne, plus je pourrais traverser l'Italie facilement et en tout cas bivouaquer le moins possible en Italie. Donc le principe, c'était de m'avancer un peu. Donc là, j'avais marché que 3 heures, je crois que j'ai fait à peu près 11 km. Et ensuite, pouvoir faire une vraie journée pour arriver, si possible, au col de la Seigne. Jour 2, alors jour 2, en fait, enfin jour 2, le vrai jour 1, mais j'avais fait ma petite mise en jambe. Donc le lendemain, le vrai jour 1 de randonnée, je suis parti donc de Champel pour arriver jusqu'au col de la Seigne. C'était un parcours très sympa, vraiment très sympa, c'était pas très compliqué. Il y a quand même le col du bonhomme qui a monté, qui était peut-être un des plus compliqués, mais c'est ça, j'en parlerai après sur la difficulté, mais c'est tellement beau, c'est tellement agréable, on marche à son rythme que voilà, c'est tout à fait faisable. J'en parlerai, je vais pas m'appesantir. J'ai marché, je suis arrivé jusqu'au col de la Seigne, où j'ai pu trouver un super lieu de bivouac. Vraiment un truc génial après 11 heures de marche. J'ai marché 37 km pour ce premier jour. Voilà, j'étais content, j'étais arrivé vraiment tout près. Le mauvais temps commençait à arriver. Alors, à savoir que sur tout ce TMB, j'ai pas fait de variante. Au départ, je voulais en faire certaines, mais il y en a certaines qui tombaient mal par rapport aux horaires, parce que je m'aventurais dans les variantes, la nuit tombée, je ne connaissais pas trop ce que je pouvais y trouver. Et d'autres, il y avait du mauvais temps. Et notamment au niveau de cette partie sud, il y avait une variante que je voulais faire. Et en fait, il faisait très mauvais. On m'avait fortement déconseillé de faire la variante s'il faisait mauvais. Et donc, voilà, j'ai opté pour ne pas faire la variante. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis dit que voilà, je vais faire le TMB classique, aucune variante, et à la limite je reviendrai pour faire certaines variantes comme la fenêtre de l'Arpette, si je ne me trompe pas, ou le col des Fours, voilà, des choses très sympas, mais je voulais rester sur du très classique. Donc super bivouac. Le jour 2, j'ai attaqué l'Italie. Donc là, l'Italie, c'était du col de la Seigne jusqu'à un petit peu après le refuge Bonatti.
J'ai dû camper à peu près 2 km après le refuge Bonatti. Super, super sympa, des belles rencontres. J'ai aussi trouvé un beau lieu de bivouac. Alors je stressais à mort sur le fait qu'on n'a normalement pas le droit de bivouaquer en Italie, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Quand vous commencez à chercher un peu, il y a quand même pas mal de choses qui contredisent ça. On en parlera aussi juste après. Donc très beau bivouac, une belle petite marche puisque j'ai fait, je regarde mes notes, j'ai fait ce jour 2, alors non, le jour 1 j'avais fait 37, ah bah le jour 2 aussi j'ai noté 37. Bon, j'espère que je ne me suis pas planté, sinon je mettrai en commentaire. Donc super, et très bon bivouac, un super lieu juste après le refuge Bonatti. Alors le refuge Bonatti, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était pas super, que l'accueil était pas top. J'ai lu pas mal de choses dans les forums, et par contre on a Rando Tarentaise TV qui lui m'a dit dans les commentaires que paradoxalement lui il avait eu un très bon accueil. Alors lui il a bivouaqué dans les ruines après le refuge Bonatti. Par contre, le matin, il est revenu au refuge Bonatti pour prendre son petit-déj. Il a été très bien accueilli. Donc, comme quoi, c'est vrai que souvent, les gens ont tendance plus facilement à écrire pour se plaindre que pour féliciter. Et parfois, on a beaucoup plus de témoignages négatifs sur quelque chose que positifs. Donc, voilà. Les expériences sont diverses. Jour 3, donc toujours après le refuge Bonatti, on passe le col Ferret. Et de l'Italie, on arrive en Suisse. Donc magnifique la Suisse, magnifique parce que très très vert, c'était super sympa, c'était vraiment hyper agréable de trouver ça. En plus le col Ferret, c'est comme tous les cols, quoi, c'est un peu compliqué et d'un coup vous arrivez sur un havre de paix, quelque chose de tout vert, enfin c'était vraiment très très sympa. Donc ça c'était très agréable d'arriver en Suisse. La Suisse, donc c'était le jour 3, là j'ai bien marché parce que j'ai fait 42 km. Je suis arrivé jusqu'à Bovine. Alors j'aurais pas dû normalement marcher autant, mais c'est simplement parce que dans la montée de Bovine, donc juste après Champex-Lac, si je me trompe pas, j'ai pas trouvé beaucoup de lieux de bivouac. Je voulais monter un petit peu en hauteur, donc du côté de Champex-Lac, j'aurais peut-être pu trouver des choses, mais je voulais monter en hauteur. Et en fait, à partir du moment où vous commencez à monter, j'ai repéré quelques lieux de bivouac. Mais je voulais vraiment monter et après, plus rien, sur 4-5 km durant une longue montée. Et j'ai fini par trouver un lieu, mais vraiment en belle pente, juste un petit replat et puis hop, ça repartait. Mais quand je dis petit replat, il y avait vraiment la place pour une personne pour s'allonger. Et d'ailleurs, je reviendrai par rapport à la X-Meet de place que j'ai, où certaines personnes m'ont dit, mais est-ce qu'elle n'est pas trop grande justement? Donc je vous en parlerai. Je fais vite au niveau de la présentation. Donc ça, c'était pour mon jour 3. Le jour 4, j'arrive enfin en France. Donc je pars de Bovine, beau lever de soleil, c'était vraiment magnifique. Et j'arrive en France. J'arrive, je marche à peu près 27 km. Et j'arrive jusqu'à la Flégère, la station de ski, où je trouve aussi un beau lieu de bivouac. Donc je vous la fais courte à chaque fois parce qu'il y a les vidéos pour ça, donc ça ne sert à rien non plus de trop s'apesantir. Et enfin le jour 5, je pars de la Flégère et j'arrive aux Ouches après avoir passé le fameux Brévent et la descente interminable qui m'a bousillé les bâtons et qui était déjà pas en forme et qui m'a un petit peu fait mal aux genoux. Plus de 3 heures de descente. Pour arriver aux Ouches à 14 h. Donc comme j'étais parti 5 jours avant à 18h30, voilà, j'ai bouclé mon petit TMB en 5 jours, ce qui était encore une fois, je l'ai dit dans les vidéos, c'était pas prévu, hein. Je pensais le faire en 6-7 jours au moins. Et en fait, voilà, c'est le fait de, ça se déroule bien, je marche facilement. Il y a des lieux de bivouac qui sont pas faciles à trouver, donc parfois je rajoute 3, 4, 5 km à la journée. Et forcément, sur 5 jours, ça vous rajoute 20-25 bornes en plus, quasiment une journée de marche. Donc voilà, j'ai pu marcher facilement. Au niveau des différentes thématiques que je voulais aborder dans ce TMB et par rapport aux questions qu'on m'a posées, je vais aborder les notions d'alimentation. Comment est-ce que j'ai fait pour m'alimenter, le ravitaillement, tout ça. Les gîtes, les bivouacs. Je vais aussi vous parler de la difficulté du TMB, le fléchage. Et en toute fin de vidéo, je vous parlerai aussi du petit concours qu'on a fait à partir du jour 3 et 4 sur le gagnant qui a trouvé le nombre de bons jours, parce que c'est vrai que on croise quand même pas mal de gens. Alors imaginez, on croise les gens qui sont dans le sens inverse et il y en a quand même pas mal.
Vraiment pas mal. Donc c'est aussi une petite vidéo informative pour vous dire préparez-vous à dire bonjour et buongiorno à chaque fois que vous allez croiser quelqu'un, voilà, parce que ça arrive quand même souvent et c'est une belle petite autoroute. Hein. Vous n'êtes pas vraiment, c'est pas comme sur le GR30 où j'ai pas croisé grand monde. Voilà, on est plus sur du GR65, donc Saint-Jacques-de-Compostelle que sur du GR30. Alors au niveau de l'alimentation, c'est vrai qu'on est proche quand même de pas mal de villes, mais on n'y passe pas vraiment. Et les possibilités de se réapprovisionner sont quand même assez légères. Vous avez deux grandes possibilités. Il y a les gîtes, bien entendu, où vous allez pouvoir, alors pas forcément acheter des choses, parce que j'ai pas vu trop de gîtes qui font épicerie. C'est quand même assez light, on est haut en altitude. Par contre, c'est vrai que dans les gîtes, vous pouvez systématiquement prendre des repas, des soupes. Vous pouvez repartir. Moi, je suis reparti parfois avec des tartes ou des petits gâteaux, des choses comme ça. Ça, c'est faisable, des petits cakes. Mais j'ai pas trop vu d'épicerie. Et la deuxième solution, bah, c'est les villes. Alors les villes, il n'y en a pas beaucoup. De mémoire, hein, donc on part des Ouges, vous pouvez acheter des choses. Vous arrivez assez vite au Contamine Montjoie. Ensuite, il y a plein de faux amis, comme par exemple la ville des Glaciers, qui n'est pas une ville. On arrive quand même à des moments, à des endroits où c'est pas une ville, mais il y a 2-3 restos, donc il y a peut-être possibilité, mais je me suis pas arrêté. Ensuite, on remonte, il y a Courmayeur. Donc Courmayeur, là, c'est la grosse ville où vous pouvez acheter des choses. On continue, il y a une autre ville, j'ai déjà zappé le nom. Je le mettrai en commentaire. Donc il y a une autre ville. Il y a ensuite Champélac, apparemment on ne dit pas le X, Champélac. Et puis ben voilà, après ça se limite, vous voyez, ça se limite assez vite. Et puis surtout parfois vous avez 40-50 bornes entre les deux, donc il n'y a pas forcément beaucoup de facilité pour se rapprovisionner. Moi j'ai pris plein de choses dans mon sac. Je reviendrai par rapport à la question qu'il y a eu sur mon sac justement. J'ai pris plein de choses dans mon sac, j'étais parti avec 2,5 kg, 3 kg de bouffe. Donc ça a été génial parce que j'étais vraiment en pleine autonomie. Je suis même revenu, je crois, avec un repas puisque j'avais prévu pour plus longtemps. J'avais pris pas mal de petits encas. Donc ça c'était vraiment cool parce qu'il y a des moments, vous savez, c'est que ce soit en randonnée ou même en randonnée vélo, parce que je fais un petit peu de randonnée vélo, ou même en course à pied. Parfois quand vous faites une longue distance en course à pied, au bout d'une heure de course, 1h30, vous n'avez plus envie de sucrer, ça vous dégoûte et vous voulez autre chose. Et en fait là c'est vrai que j'avais pris plein de snacks, à la fois sucré et salé, et à des moments j'avais vraiment envie de sucrer, à des moments j'en voulais pas du tout, je voulais du salé, et donc je pouvais un petit peu jouer un peu avec ça. Donc au niveau de l'alimentation, prévoyez les gîtes, un petit peu les villes, mais vous n'allez pas en croiser beaucoup, et sinon de l'autonomie. Alors moi j'aime pas trop me réapprovisionner en ville, sauf pour le saucisson, le fromage, le pain, surtout le pain, ça j'adore, parce qu'en plus ça se conserve, même quand c'est sec, vous pouvez quand même le manger. Parce qu'en fait je déteste me réapprovisionner en ville pour autre chose, parce que tout est lourd. C'est pas pratique, c'est lourd. Souvent, vous avez des contenants qui sont énormes, alors que moi, j'aimerais bien juste un petit truc unitaire. Les boîtes de sardines macro, j'adore ça. C'est quand même très lourd par rapport à ce que vous allez en manger. Donc voilà, j'essaie de limiter. Les gîtes, alors au niveau des gîtes, c'est génial parce qu'il y en a plein tout le temps. Franchement, vous allez croiser tout le temps des gîtes. Je sais pas, je dirais qu'il doit y avoir un gîte au moins tous les 15 bornes, 20 bornes peut-être. Alors parfois il y a un gîte sur 5, il y a un gîte sur 5 km, vous allez en trouver 3. Parfois il faut faire 20 bornes avant d'en retrouver un. Mais il y a quand même vraiment beaucoup de facilité pour avoir des gîtes, pour manger tout ça. Donc vous inquiétez pas trop par rapport à ça. Et bien entendu, j'en ai pas parlé, mais les sources d'eau, vous en avez tout le temps. Donc à un moment, j'ai commencé à noter les sources d'eau, j'ai arrêté parce qu'il y en a tellement souvent que c'est pas pertinent de vous dire là il y a de l'eau. Il y en a tout le temps, franchement tous les kilomètres quasiment vous allez en avoir. Et il y a même des fois où j'étais tellement confiant, je faisais les paris, je savais que j'avais une montée de 2-3 heures et je me disais je pars avec 1 litre d'eau, ouais large. Et en fait c'est vrai que moi je bois beaucoup, je bois 5 à 6 litres par jour et c'est vrai que j'ai toujours été assez tranquille par rapport à ça parce que vous montez, vous avez déjà une source d'eau, donc avec le filtre Bifruit Catadine, ça passe nickel. Voilà. Au niveau des bivouacs, alors au niveau des bivouacs, c'est encore une question à creuser, mais vous allez encore dire que je suis mauvaise langue. J'ai remarqué, vous n'aimez pas quand je suis mauvaise langue, vous n'aimez pas quand je râle. Je suis désolé parce que je râle et je suis mauvaise langue. Donc, mauvaise langue. En fait, j'aime bien taquiner ou j'aime bien poser des questions.
Je ne reviendrai pas sur ce que vous pensez de ce que je pense des mules, des marcheurs ultra légers. C'est pas que je les... Enfin, je vais en faire une vidéo, hein, mais c'est pas que je les aime pas. C'est juste que parfois j'aime bien taquiner les gens et que parfois j'aime bien me moquer. Voilà, c'est pas que je suis... Ah, il faut pas. Voilà, c'est tout. Mais bon, c'est un autre sujet. Je vais être mauvaise langue. J'ai l'impression que la Fédération française de randonnée, alors c'est pas un procès que je leur fais, hein, mais j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas le bivouac. Voilà. J'ai l'impression qu'ils n'aiment pas le bivouac. Parce que, dans les guides, il n'y a jamais une seule fois une mention de bivouac. Jamais. Pourtant, le bivouac fait partie, selon moi, de la randonnée, et il y a quand même beaucoup de gens qui bivouaquent. Dans les topo guides, vous n'avez jamais d'indication de bivouac, ou alors je me suis complètement fourvoyé, je me suis trompé, j'ai mal lu, dites-le moi en commentaire. Non seulement il y a ça, dans les superbes vidéos que fait la Fédération française de randonnée, le mec, systématiquement, il va à l'hôtel ou il va dans les gîtes. Mais jamais une fois, le mec, il s'est fait un bivouac. Pourtant, il y a tellement de belles photos. Suivez certaines pages de Adams, c'est Adams, je crois, qui fait du bivouac, et vous avez des images parfaites. Suivez le compte Instagram de Quechua qui vous fait des super photos de bivouac. La Fédération française, jamais elle fait ça. Et pire, c'est que sur le TMB, à un moment, vous avez un endroit, je crois que c'est dans la montée du col du Bonhomme, il y a un endroit qui est réservé, c'est vraiment une aire du bivouac avec un petit truc d'eau et tout ça. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais c'est pas mentionné dans le topo guide. Donc je me dis, mais ils font tout pour pas qu'on bivouac. Et ils vous disent, le bivouac en Italie et en Suisse, c'est interdit. Et il y a plein de Suisses qui m'ont dit, mais non, c'est pas interdit, c'est quoi cette histoire? Où est-ce que tu as vu ça? Alors, je sais plus qui me le dit, mais c'est pas interdit, quoi. Il y a des endroits où on ne peut pas bivouaquer, comme en France. Il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas bivouaquer, mais il y a plein d'endroits où on peut. Donc je comprends pas cette... Enfin voilà, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, donc, parce que là il est tôt le matin et dans un quart d'heure il y a mes clients qui arrivent pour bosser, donc je vais aller vite. Bivouac donc, tout à fait possible. Il y a quand même pas mal d'endroits, j'ai quand même trouvé pas mal d'endroits où je pouvais bivouaquer assez facilement. Alors on m'a dit, ouais, la X-Mid, c'est peut-être un petit peu embêtant, elle est grande. Alors c'est vrai que c'est une tente de place qui est hyper spacieuse, je l'adore pour ça. Et je vais revenir un petit peu à l'idée de mon sac 60 litres ou de mon quilt qui est hyper chaud parce que je crois qu'il est confort moins 10 degrés. En fait, je dirais qui peut le plus, peut le moins. Voilà, ça semble un peu bizarre, mais qui peut le plus, peut le moins. Alors c'est vrai que ma tente 2 places, il faut 2 places pour l'installer, d'accord? Si vous avez des murs autour de vous. C'est-à-dire que si vous avez des murs à 1 mètre de chaque côté, vous n'allez pas pouvoir l'installer. Donc si vous avez des rochers, des gros arbres, vous ne pouvez pas. Mais si vous avez un terrain et vous pouvez installer votre tente de place, même si vous avez une surface plate de 1 mètre, juste pour, vous voyez, 1 mètre de large et 2 mètres de long, vous pouvez l'installer. Et il y a un moment, justement, à Bovines, où j'étais en pente, j'avais la place pour moi m'allonger, j'ai mis ma tente de place. Alors c'est vrai qu'il y avait un montant de la tente de place qui était très haut, l'autre très bas. Bon, j'étais entouré d'arbres, donc même s'il y avait du vent, je pense que j'aurais été protégé. Elle n'était pas super tendue, même loin de là. Mais ça marche. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais quand tu as une tente de place, si jamais tu as des rochers, des trucs, mais ça m'est arrivé plein de fois au col de la Seigne. J'avais un endroit, il y avait un rocher, un autre endroit, il y avait un buisson qui était dans la tente. Ça ne me gêne pas. Moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir m'allonger sur du plat, que vous ayez une tente, une place ou 2 places, ça ne change rien. Et je veux pouvoir, planter ma tente. Donc si la tente elle est plantée, qu'il y a un rocher entre mon sac de couchage, je m'en fiche complètement. Donc en fait, elle n'a vraiment pas été gênante pour ça, et j'ai pu bivouaquer quand même dans pas mal d'endroits assez facilement. Donc au niveau des bivouacs, en Italie, je pense qu'il y a un peu plus de restrictions, mais il y a quand même tellement d'endroits un peu isolés, et puis surtout, vous pouvez bivouaquer en altitude, ça va. Et en Suisse, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal d'endroits pour bivouaquer, et apparemment, d'après certains commentaires, que je vous mets en légende à chaque fois, hein, je vous mets des petites, les personnes qui sont intervenues, voilà, j'ai pas eu de soucis. Le fléchage. Alors le fléchage, on va essayer de remettre les choses à leur place. Il y a des gens qui disent, je comprends pas, tu dis qu'il n'y a pas de fléchage. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de fléchage. J'ai juste dit qu'à des endroits, il n'y avait pas de fléchage. Et d'autres personnes m'ont dit, oui, c'est vrai, à des moments, c'est un peu compliqué. Des gens sur le chemin m'ont dit ça, des gens en commentaire m'ont dit ça.
C'est vrai qu'il y a des moments où vous marchez et il n'y a pas de fléchage. Alors il y a deux choses, il y a trois choses même à mettre en bémol. La première chose, c'est que j'ai été très très mal éduqué, j'ai été très très mal élevé parce que j'ai fait des GR qui sont quasiment comme le TMB, des autoroutes, comme le GR65. Et le GR65, si vous voulez faire un GR, quand vous ne voulez pas vous prendre la tête, commencez par ça. Parce que tout est indiqué. Tous les 500 mètres, vous avez une marque, c'est très très simple. Là, sincèrement, au niveau du TMB, je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de marques. Il y a des marques, hein, je ne dis pas, mais il n'y en a pas beaucoup. À des moments, c'est rouge et blanc, à des moments, c'est jaune, il y a des nomenclatures qui changent. À Courmayeur, j'ai suivi une indication rouge et blanc, il ne fallait surtout pas la suivre, c'était une erreur. Donc voilà, et c'est pas toujours évident. Après, il y a des gens qui ne prennent pas les marques comme un dû, mais comme un plus. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous dites, vous baladez sur un chemin où il n'y a aucune indication, quand il y en a, c'est génial. Ben, vous trouvez que quand il n'y en a pas, ben, c'est juste normal, puisque quand il y en a, c'est génial. Moi, je pars à l'inverse. Je me dis, c'est un TMB qui a été fléché, on a un parcours qui est indiqué. Donc, quand il n'y en a pas, tout d'un coup, j'ai du mal, d'accord? Et il y a encore une chose qui s'ajoute à ça, c'est que moi, je marche beaucoup. J'ai pas envie de perdre du temps et j'ai envie de, ben voilà, que ça déroule. J'ai envie de marcher, j'ai envie de marcher. Donc, forcément, quand j'arrive à une intersection, comme juste après Champel, par exemple, j'arrive à une intersection, je vois rien. Je dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Donc je sors mon topo guide. Il y a des gens qui ont le topo guide à la main tout le temps. Il y a des gens qui m'ont dit, hein, ouais, mais si tu te baladais toujours avec le topo guide à la main, tu n'aurais pas de problème. Ouais, enfin, j'ai envie de marcher, quoi. J'ai pas envie de bouquiner. Donc, on sort le topo guide, on regarde. Et ça, c'est aussi un biais que j'ai, c'est que j'ai pas envie de perdre du temps à commencer à chercher. Alors, c'est vrai que souvent, vous perdez pas énormément de temps, hein. Vous restez 5 minutes à dire, est-ce que c'est là, est-ce que c'est pas là, j'attends quelqu'un et tout. Encore une fois, c'est de ma faute, hein, je suis tout à fait d'accord. J'ai pas envie de rester 5 minutes à dire, bon alors à mon avis c'est peut-être là, c'est pas mon truc. Il y a des gens qui m'ont dit, ah moi j'adore quand il n'y a pas d'indication parce que je sors la boussole, je regarde la carte et tout ça, et ça fait un peu course d'orientation. C'est super, et je suis sûr qu'eux ils disent non, c'est super bien indiqué. À des moments, bah, on est paumé, et puis pendant 5 minutes on cherche et on trouve. Mais moi j'ai juste envie de marcher, j'ai même pas envie de m'arrêter à un carrefour, vous voyez. J'ai envie de marcher, tac, et je vois la direction, et je continue. Et quand j'ai envie de m'arrêter, c'est parce que je vois un beau paysage, parce que je vois une marmotte, et là je m'installe, je me prends un petit bout de saucisson et de pain, je regarde, et là je trouve ça génial. Mais me balader, arriver à une intersection et dire ah je suis bloqué, ah putain, bon allez, je sors le GPS, genre là, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je me souviens plus de son nom, je mettrai en légende, pourquoi tu ne mets pas le tracé sur ta montre? Alors c'est super pas con, sauf que j'aurais pu mettre le tracé, je l'avais fait pour le GR30 je crois. Là je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de ne pas pouvoir me rapprovisionner facilement en électricité et que ma Suunto c'est vraiment une montre de merde, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, et que je n'avais pas envie de mettre le tracé pour suivre le tracé et bouffer la montre énormément en autonomie. Voilà. Pour vous dire, là par exemple, le week-end dernier, j'ai fait le marathon de Paris. Je suis parti avec la Suunto que j'avais éteint. J'avais éteint la Suunto et sur la ligne de départ, 5 minutes avant de partir, je l'ai allumé. J'ai couru lentement. Je l'ai fait en 5 heures, un peu moins de 5 heures. Et ma Suunto indiquait, je crois, 18% de batterie. Donc quand vous randonnez, et la Suunto, elle était éteinte, enfin éteinte quand je courais, l'écran était éteint. 5 fois je crois que j'ai regardé pour voir un peu ma vitesse, mais c'est tout. Donc je ne pouvais pas me permettre de mettre l'indication d'orientation et le parcours, mais c'est vrai que c'est une solution qui est vraiment pas bête. Donc le fléchage, il y a du fléchage, mais parfois il faut savoir que vous allez devoir regarder. C'est franchement pas la mort, hein. En plus, il y a tellement de monde, je pense que vous pouvez demander. Bon, moi souvent quand je demandais, les gens disaient bah je sais pas. Je crois que c'est par là, mais je suis comme toi. Mais bon, voilà, on peut s'en sortir, c'est pas la fin du monde. Mais encore une fois, je voudrais mettre un bémol dans les vidéos. Quand vous êtes fatigué, quand vous n'avez pas bien dormi, quand vous n'avez pas bien mangé, que vous êtes un peu dans le cake et que vous voulez marcher, que vous voulez aller vite parce que dans 1h30, le soleil se couche et vous aimeriez bien arriver à tel endroit. C'est vrai que parfois on est un peu tendu, on peut râler. Parfois ça peut m'arriver, je suppose que ça peut m'arriver de râler. Et que voilà, ça part un peu tout seul. Et j'ai pas envie de couper non plus tous ces moments-là
parce que c'est aussi du vécu et c'est ça qui fait la véracité de la vidéo. Si vous voulez des vidéos où tout va bien, tout est magnifique et je saute dans l'eau et vous avez des beaux couchers de soleil et tout, bah, il y a d'autres vidéos, quoi. Il y a d'autres youtubeurs qui font des trucs très beaux, très feel good. Moi, j'ai envie de vous montrer un petit peu comment moi je le vis. Voilà, c'est tout. Après, je vous avoue qu'il y a des moments où je coupe parce que je râle beaucoup plus que ça et il y a plein de scènes où je les vire. Difficulté. Alors franchement, c'est difficile, mais c'est pas inaccessible. Il vous faut une petite condition physique, rien d'exceptionnel. Et surtout, moi je l'ai fait en 5 jours, mais j'ai croisé plein de gens qui le faisaient en 10-11 jours. Comme je l'ai dit en vidéo, si jamais vous randonnez, donc moi j'ai dû mettre 60 heures pour faire mon TMB en 5 jours, bah, faites-le en 10 jours. Voilà, vous allez marcher 6 heures par jour, ce qui n'est pas incroyable, c'est pas trop fatigant. Vous allez de gîte en gîte, vous allez bien manger, vous allez bien dormir, c'est vraiment faisable. Si vous avez un peu peur, si vous n'avez pas une super condition physique, faites-le en 10 jours, 11 jours, et c'est tout à fait faisable. Soyez bien équipés, organisez bien votre trek, allez de gîte en gîte. Voilà, prenez le temps, soyez patient. Si vous avez 6 heures et que vous avez des problèmes d'indication parce que vous n'avez pas de panneau, vous n'allez pas stresser parce que vous avez tout le temps qu'il faut. J'ai vu plein de personnes qui étaient très jeunes, très âgées, qui n'avaient pas une super condition physique, qui avaient un surpoids assez important et qui le faisaient. Alors, ils ont chié un peu, mais ça a marché. Donc voilà, tout ça pour finir, pour dire que le TMB c'est génial. N'hésitez pas à le faire. Vous allez voir des choses magnifiques. Si vous limitez les complexités en ne faisant pas de bivouac et en ne faisant pas des journées de 12 heures comme moi, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas. En commentaire, mettez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que c'est dans les commentaires qu'on a le plus d'informations. Les vidéos sont intéressantes, mais on a souvent beaucoup plus d'informations en commentaire. Et ah si, j'allais oublier, je finissais la vidéo sur le matos. Alors matos. L'Osprey 60 litres, j'ai adoré. Il y a des gens qui m'ont dit, mais tu n'aurais pas pu prendre un 45 litres? Non, non. Il y a des gens qui le font avec 45 litres. Mais moi, franchement, j'avais pris doudoune et polaire. Je m'en suis servi quand même 2 ou 3 jours parce qu'ils caillaient bien à des moments. J'étais content de les avoir. Je suis parti avec 2,5 kg de bouffe. J'aurais pas pu les mettre dans un 45 litres. Voilà, donc vraiment super. Ça, j'ai adoré. Le quilt, qui peut le plus, peut le moins. Je l'ai quasiment toujours mis en couette. Et j'ai super bien dormi. J'ai pas bien dormi parce que j'étais en bivouac, mais par contre j'ai toujours eu chaud, j'ai toujours été bien. Il y a une nuit à la Flégère où il y a vraiment caillé, très humide, je me suis enroulé, j'étais super bien, donc je repartirai systématiquement avec, parce que vraiment il est top. Les chaussures, Moab 2 ventilateur, génial, j'ai pas glissé une seule fois, plein de fois je voyais des rochers, je dis là à mon avis Pierre tu vas glisser. Elles ont super bien accroché, j'ai pas eu d'ampoule ce coup-ci, enfin si un petit peu sur le côté, mais c'était vraiment très très léger. Donc voilà, je suis vraiment super satisfait de ces chaussures. J'espère que j'ai oublié personne. Je regarde un petit peu. Non, après il y a eu quelques petits trucs. Pascal qui me dit est-ce qu'il y a pas un manque de poche? Franchement non Pascal, ça a été. C'est pas, il y a moins de poches que sur mon sac Décathlon, mais je m'en suis très bien sorti. Puis quand vous compartimentez bien avec les sacs, ça va, et puis j'ai la besace devant qui me permet de mettre plein de petites choses et je compartimente beaucoup. J'utilise assez peu mon sac en fait quand je marche, puisque tout est dans la besace, donc ça c'est top. Quelqu'un m'a demandé si j'ai... Ah oui, dans la gearlist, c'est marqué que je pars pas avec un couteau. En fait, j'ai toujours un petit couteau sur mon porte-clés. J'ai un petit couteau suisse, j'en avais pas parlé parce que je l'ai toujours avec moi tous les jours, donc ouais, il n'était pas dans le sac. Voilà. Au niveau du gagnant, pour le nombre de bonjours, est donc 81 bonjours uniquement de gens que je croise qui font le TMB dans le sens inverse ou des gens que j'ai pu croiser, des agriculteurs ou des choses comme ça. 81 bonjours. Alors il y avait un piège, je vous avais dit, c'est un département que j'aime bien, mais il y a un piège. Alors plein de gens m'ont mis 62, 59, des trucs comme ça. En fait, 81, j'aime bien parce que j'adore le Tarn. Le Tarn, c'est 81. J'y allais quand j'étais en vacances. Et pour ceux qui ont vu le GR65, je suis arrivé dans l'Aveyron. J'ai dit que c'était le type de département que j'adorais parce que c'est
Voilà, c'est ce que j'adore en randonnée, c'est les forêts, les ruisseaux et tout ça. Donc 81, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est Aurélien qui a gagné, parce que je crois que c'est celui qui s'est approché le plus, qui a dit 83. Donc voilà, Aurélien, tu me contactes et je t'enverrai la petite besace avec laquelle j'espère que tu prendras beaucoup de plaisir à randonner. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, c'est dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. J'essaye systématiquement de répondre à tout le monde. Profitez-en, pour l'instant on est une toute petite chaîne, je crois qu'on est à 1600 abonnés, donc je peux me permettre encore de répondre à tout le monde. Je pense que quand on sera à 200 000, ce sera un peu plus compliqué. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, à très bientôt.